Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La vie en mieux, question d'éducation. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche à midi. Merci pour vos questions. Vous n'hésitez pas à nous écrire sur laviesenmieux@sudradio.fr. Nous essayons de répondre à vos inquiétudes, à vos préoccupations. Et si vous ne pouvez écouter La vie en mieux à midi, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur l'application Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Alors aujourd'hui, nous allons parler évidemment Parcoursup, on ne peut pas passer à côté quand même, parce que les résultats sont tombés. Oui. Comment gérer les insatisfactions, quelles orientations proposer. C'est une période qui peut être source de mal-être, source d'angoisse, source de petits conflits parfois. Comment conseiller finalement ces jeunes et leurs familles. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a pour beaucoup de jeunes aujourd'hui des maux, un mal-être psychologique, des conflits, de fortes angoisses. Donc ce mal-être, il a différentes causes, il se traduit de différentes manières et laisse souvent les parents, il faut le dire, un peu impuissants et démunis. Alors quels sont ces mots? Comment les identifier, les accompagner pour permettre aux étudiants de poursuivre des études sereines et épanouissantes? C'est quand même l'objectif numéro 1. On en parle tout de suite avec notre invitée, Marie-Gabrielle Delassalle, conseillère d'orientation et psychologue pour Academia. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour Marie-Gabrielle Delassalle. Bonjour Catherine. Ça va? Oui, très bien. Psychologue, conseillère d'orientation, je le disais, pour Academia. Alors bien évidemment, on va parler des résultats Parcoursup, mais on va parler aussi et surtout, en fait, de la partie psychologique, c'est-à-dire du côté mal-être, angoisse, conflit émotionnel qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que nos étudiants, en fait, souffrent pas mal de mots. Qu'est-ce que vous diriez qu'ils viennent d'où, ces mots, Marie-Gabrielle? Alors, vraiment, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on est sur une population de 15 à 20 ans. J'élargis un petit peu la tranche, mais c'est déjà une période de grand chamboulement psychologique. On est sur de l'individuation intellectuelle, mais aussi avec ses parents. On essaye de les mettre un petit peu dans la case. C'était avant, ça, quand j'étais petit. Maintenant, je suis grand, donc je peux m'en extraire de ce lien aussi avec les aînés. On les teste aussi pas mal. On teste les limites, de toute façon, de manière générale. Donc, il y a ça comme base. Et ensuite, se surajoutent différentes difficultés personnelles, d'histoire de vie aussi, mais aussi des traumatismes. D'autre part, il peut y avoir aussi des addictions très fortes. Alors, on va constater. parler. Et le comportement, en fait, que vous constatez, il se traduit comment? C'est un isolement, c'est une profonde tristesse, Quel est le comportement? Je vais parler d'un cas que j'accompagne en ce moment où on a constaté il y a 2-3 mois, c'était un jeune homme qui est en première et qui est arrivé avec un sourire gentil, qui dit bonjour et je l'ai accompagné d'un point de vue scolaire et en l'espace de 3 semaines, il était fermé, soucieux, plus de sourire, plus de bonjour et l'attitude physique était extrêmement renfermé sur lui-même. Donc clairement, ça c'est des signaux forts qu'on peut voir dès l'entrée dans l'école, en fait, tout simplement. Et là, j'ai pu très vite faire une alliance thérapeutique avec lui en disant, en fait, je vois bien que ça va pas bien. C'est clair pour moi. Donc maintenant, on va essayer de voir ce que je peux faire pour toi et ce que tout le monde peut faire pour toi dans l'équipe pédagogique. Et en fait, il vient d'où ce mal-être en général? En l'occurrence, de manière générale, ce que je constate en accompagnant des élèves vraiment sur le terrain, dans un lycée, dans un collège, dans un lycée, ça va être beaucoup d'addictions, ce que je constate des addictions alors à la pornographie, des addictions aussi au cannabis. Ce que je peux constater, c'est aussi une phobie très forte, des angoisses extrêmement fortes liées à des histoires personnelles, mais où les jeunes aussi, actuellement, se réfugient aussi dans l'image par rapport aux réseaux sociaux, à l'image des autres, etc. Et donc, c'est vrai que ça a un travail sur l'estime de soi, en fait, chez les jeunes. Alors, vous dites addiction à la pornographie? Oui. Donc, il y a beaucoup d'addictions parmi les élèves que vous suivez? Oui. Et ce sont des élèves de quel âge? C'est des élèves, ça peut commencer très tôt, mais actuellement, j'en ai plusieurs cas où on est sur seconde, première, donc du lycée. Et ça peut être parfois une manifestation en fait de stress
C'est pas forcément le contenu qui est important, mais ça va être plutôt l'utilisation de quelque chose qui va permettre de gérer le stress. En fait, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de relation structurante et que l'adolescent ne veut pas de relation avec des adultes, il va trouver ce moyen pour lâcher son angoisse. Mais il va être seul, il va être dans l'isolement. Et alors, la pornographie, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une évasion. Enfin, quelle est la raison pour laquelle, en fait, ça pourrait être une autre addiction? Oui, alors en fait, ça part de quelque chose de très simple, c'est qu'en fait, on est quand même sur... Un désert affectif? Non, on part sur aussi quelque chose de basique, c'est-à-dire on est encore dans du développement psycho-affectif normal. La sexualité est un thème normal dans ces âges-là. Il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Mais parfois, certains vont aller se réfugier vers une solution qui va plutôt les isoler vis-à-vis de ces thèmes, au lieu de pouvoir en discuter et de pouvoir ne pas avoir honte aussi de parler de ce genre de thème. Et les réseaux sociaux, ce type d'addiction, donc, ont lieu à des moments où normalement ils devraient travailler et finalement ils s'extraient de leur travail pour s'adonner à ce genre d'addiction ou pour aller sur les réseaux sociaux. Alors, en l'occurrence, dans l'établissement dans lequel je travaille, on prend immédiatement le téléphone à l'entrée, à l'accueil, pour qu'au sein de l'établissement, il n'y ait pas, l'outil, on va dire. Malheureusement, on n'a pas de contrôle sur tout ce qui se passe en dehors de l'établissement. Et donc, quand je rencontre les élèves et qu'ils me disent, je suis rentrée chez moi et on déroule un petit peu la fin de journée, ils vont me dire, je suis restée 30 minutes, je suis allée manger et puis après, je suis restée 1 heure et puis j'ai travaillé un quart d'heure. Et en fait, la proportion est complètement basculée. Ça devrait effectivement être un plaisir peut-être à la fin. On n'interdit rien, mais on dose. Oui, c'est sûr. Alors, vous me disiez hors antenne, en préparant l'émission, justement, qu'il y a quand même des effets entre les nouvelles technologies, les addictions. Il y a des effets quand même qui sont très importants sur la mémoire des élèves. Alors, il y a plusieurs choses, effectivement. Il y a d'une part l'écran en tant que tel, et d'autre part le contenu. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des nouvelles technologies, et en l'occurrence, ce qui circule beaucoup au sein du lycée, c'est par exemple l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT. Il y a des élèves qui m'ont dit, Madame, vous n'avez pas de ChatGPT sur votre téléphone, mais vous êtes... Bon, bref, je vous passe les détails. Mais en gros, j'étais une arriérée. Et on constate quand même sur ces deux éléments, à la fois l'écran, que c'est une question vraiment de temps passé. C'est la fréquence qui est importante. C'est pas forcément l'écran, encore une fois, il ne faut pas diaboliser les outils, mais en revanche, faut parler vraiment de la fréquence. Oui, et puis le scroll, parce qu'on passe d'une vidéo qui dure, je sais pas, quelques secondes, exactement. Et vous passez à une autre, et finalement, la concentration est quand même pas mal. Exactement, et vous disiez la mémoire tout à l'heure, mais il y a aussi la concentration. C'est-à-dire que plus on utilise ces outils qui vont vite, plus le cerveau n'a pas forcément le temps de développer justement ces capacités qu'ils doivent apprendre à ces âges-là, de contrôle, d'inhibition. Ça, c'est vraiment de la neurologie. Donc ça a un impact, dans certains cas, attention, sur effectivement la concentration et la mémoire. Et vous allez même jusqu'au QI, donc c'est-à-dire, ça peut même avoir des conséquences sur le développement, finalement, l'intelligence de l'étudiant à terme. Cognitive. Oui. Alors, en fait, j'ai lu aussi un article, c'est quelque chose que certains psychologues ou certains neurologues commencent vraiment à travailler, c'est quelles sont les conséquences, notamment de l'intelligence artificielle sur le cerveau, le développement cérébral. Et c'est très intéressant parce qu'il y avait un article qui disait que à court terme, à moyen terme, ça avait un impact, mais à long terme, il se pourrait, alors peut-être pas non plus, mais qu'il y a un impact sur le fameux quotient intellectuel. Et alors, l'IA, justement, ChatGPT, finalement, quel est l'étudiant qui, pour un devoir d'histoire, pour un devoir, ne consulte pas ChatGPT? Finalement, est-ce que la crainte n'est pas justement de se dire, mais ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes, ils ne donnent plus des connaissances qu'ils ont, eux, en fait, acquis. C'est une machine qui, finalement, leur donne les réponses. Oui. Donc, c'est dur de se dire ça. C'est dur, et d'autant plus qu'on peut sentir, et là, je l'ai eu parce que c'est plus le niveau de l'élève qu'on juge, là. C'est le niveau de la machine. Et encore, le niveau de la machine est avéré depuis longtemps. Donc, c'est pas... Mais les professeurs sont quand même conscients de cela. Donc, ils essayent de faire, en tout cas dans l'établissement, une différence entre les monocopies, c'est-à-dire celles qui se ressemblent toutes, et la copie qui diffère. Mais il faut faire attention aussi au sentiment d'injustice, parce que quelqu'un peut avoir bien travaillé, mobilisé ses compétences intellectuelles pour réaliser un travail qu'il a sorti lui-même, et avoir une moins bonne note que celui qui a pris ChatGPT. Donc c'est vrai qu'il y a aussi au niveau des professeurs, je pense, une sensibilisation très forte et une pédagogie à avoir pour les uns comme pour les autres.
Est-ce que lorsque vous recevez une famille, vous avez le sentiment que les parents, en fait, sont conscients de tout ça? Alors, est-ce qu'ils ne sont pas un peu démissionnaires, les parents? Je vais vous dire, c'est que dans l'ordre, moi, je crois beaucoup en l'alliance thérapeutique avec le jeune d'abord. Et une fois que je l'obtiens, en confiance, attention, hein, je lui explique qu'il est nécessaire, et d'autant plus s'il est mineur, que je puisse prévenir ses parents de notre rencontre, de leur fréquence et à quoi ça sert. Donc on va mettre une boucle d'alliance et j'appelle les parents, je les préviens, je préviens le jeune, mais j'essaie d'être un petit peu sur le fil, sur les informations. Je peux pas tout dire aux parents, mais la plupart me disent, mais en fait je me rendais pas compte, merci beaucoup. Mais c'est ça, parce qu'un mal-être peut être masqué. Et tout à fait, et ils sont très forts. Ils sont très très forts pour masquer, et même à moi, donc il faut creuser. Et moi, je suis là au quotidien, je les vois dans l'école, donc c'est vrai que les parents ne les voient pas non plus dans le milieu scolaire. Ouais. Et c'est plus facile quelque part. Et comme je n'ai pas une historicité avec les jeunes, avec moi, c'est vrai que c'est plus facile. Et les parents, parfois, ils se remettent en question, mais il faut surtout pas culpabiliser. C'est simplement que moi, je ne suis pas leur mère, je suis rien en fait. Alors, qu'est-ce que vous leur dites aux parents? Je leur dis surtout... Comment doivent-ils les accompagner? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Surtout ne pas culpabiliser, parce que ça, c'est une perte d'énergie énorme, et que c'est de la faute de personne, et qu'on va essayer ensemble de construire quelque chose de bienveillant, mais d'immédiat. Parce que par contre, les jeunes sont dans l'immédiateté. Et ça, c'est très important. Parce que c'est pas évident, justement, on parlait des études supérieures, c'est pas évident d'imaginer des études supérieures en ayant un mal-être, une angoisse déjà dès le départ. Tout à fait. D'accord. On va répondre à cette question, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes dans La vie en mieux. Academia vous a présenté La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. La Catherine vie en Bully. mieux, spéciale éducation. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Merci de rester avec nous pour cette deuxième partie de La vie en mieux. Question d'éducation avec Marie-Gabrielle de la Salle, psychologue et conseillère d'orientation pour le groupe Academia. Alors Marie-Gabrielle, les résultats de Parcoursup sont tombés. Il y en a qui vont être très heureux. Il y en a qui le sont un peu moins, comme chaque année, forcément quand on n'a pas eu ces choix, c'est sûr. Alors, comment vous accompagnez les étudiants et leurs familles? Parce que les parents sont aussi touchés que les étudiants lorsque les vœux tombent et que malheureusement, on n'a pas ces choix. Comment vous les accompagnez? Parce qu'on ne peut pas démarrer des études supérieures, on ne peut pas même repartir sur une nouvelle étape, voire même parfois redoubler pour certains, si on n'est pas conscient de ce que ça peut apporter de positif. Donc, il faut vraiment déjà remettre la machine en marche et permettre à l'étudiant d'y croire à nouveau. Alors, ce que je recommande vraiment et ce que je fais avec tous les élèves, c'est de préparer vraiment un plan A, un plan B, un plan C. Je suis énormément dans la sécurité, et donc en déroulant le fil, si vous voulez, de ce qui peut se passer, de bien comme de moins bien. On travaille un plan B, on travaille un plan C. Et j'ai l'exemple type d'une jeune fille qui avait mis des prépas et qui a ses résultats, et je lui ai dit: prends patience, il faut aussi ne pas oublier qu'en 24 heures, il peut se passer beaucoup. Et elle m'a dit ce matin qu'elle est passée de la 400e place à la 150e place sur une prépa. C'est fou. En même pas 24 heures. Donc, il faut aussi cette notion de patience que tous les jeunes n'ont pas. Alors, c'est vrai qu'au-delà des problèmes psychologiques, il y a parfois un delta entre l'école que vous avez choisie et votre domaine de compétences et votre niveau de compétences. Comment vous abordez la question quand vous sentez, par exemple, je veux faire médecine, je suis pas très bonne en SVT, je suis pas bonne du tout en physique et en maths, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très délicat parce que je travaille avec des jeunes qui, on l'oublie encore, mais ils ont un âge où en fait ils n'ont pas cette maturité et ce recul sur la vie, même si certains physiquement ont l'air, mais en fait parfois je les appelle un peu des bouts de chou pour les chercher. Mais en fait, il ne faut pas oublier que là, Parcoursup et l'orientation, ça peut être structuré et ça se prépare et ça se réassure. C'est ce que je vous disais, si le plan A, vous voyez que l'élève, il est très investi dedans, émotionnellement, hein, je ne suis pas là pour casser cette envie, et surtout l'estime de soi va se construire sur cette envie. Donc en fait, ce que je vais travailler beaucoup plus moi, c'est insidieusement le plan B. Donc je vais lui dire, sur Parcoursup, tu peux mettre médecine, pas de problème, mais peut-être qu'on va mettre en plan B, qu'est-ce que tu penses, etc. Et en plan C, donc toujours sur cette sécurité, et l'élève de toute façon va être ravi de pouvoir s'appuyer sur cette sécurité. Est-ce que vous avez eu carrément des changements d'orientation? Alors oui, et j'ai deux exemples où c'était vraiment assez fort, parce que les élèves voulaient être médecins, voilà, et en même temps ils hésitaient avec du droit. Rien à voir.
Et ben eux, ils voyaient en fait le lien en se disant je peux aider. Mais de deux manières différentes. Et donc, ils n'avaient pas cette notion, effectivement, à la fois des études de droit et des études de médecine. Et effectivement, il y a quand même une partie de la pédagogie d'aller se renseigner, quand même, un minimum. Mais il y en a une qui m'a dit, bon, en fait, je vais mettre médecine parce que c'est le plus dur. Et après, si l'année prochaine, je rate, eh ben, je mettrai droit l'année prochaine sur Parcoursup. Donc, elle passe de la médecine à la magistrature. Et ben, en fait... En un semestre, elle m'a appelée, elle m'a dit en fait c'est cata, c'est pas fait pour moi, donc je me remets sur Parcoursup. On avait préparé ça, je vais mettre que du droit, maintenant je suis plus assurée. On peut prendre son temps. Et est-ce qu'il arrive, parce que moi j'en ai vu quelques-uns, des cas où les familles en fait sont encore plus déçues que les étudiants et finalement ne les aident pas dans la poursuite, on va dire, de cette trajectoire. Mais oui. Alors, est-ce que vous arrivez à avoir un discours, une conversation vraiment avec des parents pour leur montrer que finalement c'est pas si grave? Non, exactement. Et ce qui est la différence, c'est que certains parents ont connu une génération d'inscription sur des filières qui sont très monofilières. Il n'y avait pas autant de choix et autant de passerelles. Et donc en fait, souvent, je prends un rendez-vous téléphonique et je leur dis voilà, en fait, toutes les passerelles qui existent, ne vous inquiétez pas sur le long terme. Et le chemin, l'orientation, c'est un chemin. Donc, il peut se passer plein de choses. Et sinon, le sentiment d'échec, comment vous l'abordez? Mais en fait, il y a des élèves qui ont un sentiment d'échec. Mais pour moi, je vais un peu peut-être... ça va être très surprenant, mais l'échec, ça fait partie de la vie. Et donc, en fait, c'est comment l'élève va être outillé pour en fait développer au-dessus de l'échec. C'est pas un échec, c'est un résultat. Et c'est un résultat. Oui, mais il va le vivre comme un échec, vous avez raison. Mais c'est comment dépasser cet échec. Et c'est ça qui fait des étapes de vie constructives aussi. Est-ce que vous êtes favorable ou non au redoublement quand on n'a pas eu finalement son choix d'école ou quand on se rend compte que finalement les spé qu'on a choisis, elles risquent d'être un petit peu trop difficiles. Est-ce que vous êtes pour le redoublement? J'ai des cas très particuliers en tête, notamment les terminales. Là, je déconseille le redoublement. Bon, évidemment, à part si on n'a pas le bac, il ne faut pas oublier qu'il y a le bac derrière. Mais si on est très déçu par Parcoursup, il est important de se mettre en relation avec des filières et d'avancer. Si on a le bac, il faut avancer. Il y aura toujours un choix possible. Si je prends les classes en deçà, il y a des élèves pour qui les spécialités sont extrêmement importantes et je crois vraiment qu'il faut mettre l'élève au centre de la discussion. Il ne faut pas que ce soit des adultes qui discutent entre eux, à la fois la direction, la CPE, etc., ou sans demander son avis. Là, je parle des classes de seconde et de première, mais même de troisième, à l'élève. Et on est surpris parce que certains élèves comprennent que ça peut être bénéfique, un redoublement, notamment pour le choix des spécialités. Bien sûr. Ou pour se redonner une chance sur Parcoursup si la première n'a pas été efficace. C'est une discussion pour moi. D'accord. Est-ce que lorsqu'il y a des conflits psychologiques, émotionnels importants, en fin de parcours, en fin de terminale, vous avez déjà proposé à un étudiant de tout arrêter, de faire un break, d'attendre, pour qu'il se ressource, pour qu'il reprenne confiance en lui, pour que... Alors, ça ne m'est pas arrivé. Il retrouve la motivation. Ça ne m'est pas arrivé. Et là, j'ai un cas en particulier où j'ai un peu proposé l'inverse. C'est-à-dire que ce que je propose, c'est un coaching avec l'accord parental, bien sûr, sur son téléphone personnel. C'est-à-dire qu'il m'envoie son emploi du temps, je check et je lui dis ça, tu peux y arriver. C'est-à-dire que je vais renforcer la partie scolaire, non pas pour effacer les problèmes psychologiques, mais pour dire que pour l'instant, l'échéance, c'est le bac la semaine prochaine, en fait, pour lui, en l'occurrence. On va se concentrer là-dessus. Et après, on va travailler sur les fondements psychologiques. Mais lui ne veut pas redoubler. Attention, c'est lui qui est d'accord au départ. Encore une fois, il a cette énergie. Si je vois, effectivement, on a eu quand même des cas aussi de personnes qui ont été hospitalisées, bien sûr. Ils sont hospitalisés et ils doivent prendre le temps et c'est pas grave. Bien sûr. Ils doivent prendre soin d'eux. Surtout à cet âge-là, rien n'est... Évidemment. Est-ce qu'il y a aussi des moments dans la vie des étudiants, lorsqu'ils ont leur Parcoursup a été favorable, ils ont leurs vœux et qui veulent faire une année de césure? Vous dites quoi? Pourquoi pas? Si c'est structuré, encore une fois, c'est-à-dire que structuré, l'année de césure doit, sur un CV, pouvoir être utile à son parcours, à son projet. Et c'est quoi une année de césure utile? Ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être une expérience en entreprise, ça peut être n'importe quoi. En fait, ça peut être n'importe quoi. Le voyage à l'étranger est souvent prédominant, puisqu'on a fini le scolaire, on a envie d'aller voir un peu ailleurs. Et ce que je recommande beaucoup, c'est de revenir avec un bagage en langue. Tout simplement passer un test en langue pour montrer qu'il y a eu vraiment un avant et un après. Et ça, sur un CV ou pour des écoles, c'est très favorable.
Alors maintenant, on va prendre les deux catégories d'élèves, ceux qui ont eu Parcoursup, donc qui ont eu leur choix, leur vœu. Oui. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour bien démarrer ces études supérieures? Alors déjà, c'est aller déjà aux réunions que propose la formation. Souvent, ils proposent des réunions aux nouveaux, se déplacer, aller rencontrer des gens. Ça, c'est très important. Et puis aussi, profiter de son été, j'ai envie de dire. Et fin août ou début septembre, pour certaines écoles, essayer d'aller voir des étudiants qui vont commencer le cursus avec eux. Je trouve que de pouvoir développer déjà des amitiés ou en tout cas des connaissances, ça aide à démarrer aussi l'entrée dans le supérieur. Souvent, beaucoup de familles conseillent à leurs enfants de faire une prépa quand ils ne savent pas exactement vers quel choix se destiner. Vous êtes favorable à la prépa? Est-ce que tous les élèves sont capables de faire une prépa? Parce que c'est un gros travail, la prépa. Oui. Alors, je vais reprendre le mot de capable. En fait, je pense que c'est pas une question de capacité. C'est plutôt une question vraiment d'identité, d'intelligence, d'identité aussi, de compétences. La prépa mobilise des compétences extrêmement scolaires. Ça veut dire de l'apprentissage par cœur, beaucoup de capacités de travail scolaire, donc passer à peu près 1 à 2 heures par soir en plus de la prépa. Et certains élèves n'ont pas ces compétences, mais ils en ont d'autres. Donc la prépa n'est pas faite pour tout le monde. Donc vous ne la recommandez pas systématiquement? C'est pas toujours le bon choix quand on ne sait pas exactement ce que l'on veut faire. Il y a d'autres solutions. De passer par quelques-unes. Donnez-nous quelques exemples. Eh bien, en fait, tout simplement, il y a aussi des formations Bac+2 qui sont intéressantes à aller exploiter. Et notamment, là, j'ai 2 jeunes filles qui m'ont dit, en fait, le scolaire, c'est pas pour moi, mais j'ai envie juste de voir ce que c'est le supérieur. Et tout simplement, on a trouvé une licence 1 intéressante. Ils y pensaient pas. Donc, j'ai dit, pourquoi pas éco-gestion ou pourquoi pas communication, avec derrière un objectif. Oui, toujours, mon plan A, mon plan B, mon plan C. Mais effectivement, ils peuvent aller voir aussi à l'université. C'est fait pour ça. Merci beaucoup Marie-Gabrielle de la Salle pour cet éclairage très intéressant sur l'état psychologique, émotionnel et les conséquences d'ailleurs pour tous nos étudiants. Je vous retrouve dimanche prochain, mais avant de vous quitter, je voulais vous faire part, jeudi prochain, c'est la journée nationale de sensibilisation au TDAH qui touche 7% des enfants. Il y a un dossier spécial qui a été magnifiquement bien réalisé sur le magazine Zèbre et compagnie. Donc vraiment, si c'est un sujet qui vous concerne, n'hésitez pas, Zèbre et compagnie, qui est en vente d'ailleurs dans tous les kiosques. C'est un mag très sympa et extrêmement quali et très 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 bien fait. Merci à tous, on se retrouve dimanche prochain. À la semaine prochaine. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.